Donc c'est parti, on commence. Donc le sujet de ce matin pour lequel vous vous êtes tous levés de bonne heure pendant ce deuxième confinement, donc quel levier pour optimiser votre retraite et votre épargne retraite et salariale. Donc c'est un sujet très vaste. Donc on va en 1h15 essayer d'apporter le maximum de réponses et de garder un petit peu, de reprendre la hauteur nécessaire parce que ça on pourrait en parler vraiment très longtemps. Donc voilà, c'est moi qui parle, c'est Arthur Maître, chez Culture Patrimoine, un peu plus de 6 ans désormais, et Christophe qui parlera davantage, juriste consultant en droit social chez FCN. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Christophe. Non, très bien, je suis tout oui, effectivement. 20 ans à la FCN déjà. Je fais jeune, mais ça fait 20 ans quand même que je suis à la FCN, donc un peu d'expérience maintenant sur les sujets du droit social. Voilà, donc tout à fait content de participer à ce rendez-vous. Parfait. Donc Christophe sera ce matin l'expert côté épargne salariale. Tout à fait. Donc, on va commencer un petit peu par vos attentes. Pour ceux on a eu à peu près 45 personnes, en tout cas quand on l'a exporté sur le questionnaire de prérequis pour savoir si les attentes portaient davantage sur l'une des 3 parties d'aujourd'hui, que ce soit les cotisations obligatoires, facultatives ou davantage les changements avec la loi Pacte. Donc finalement, les réponses font qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage. Les attentes concernent chacune des 3 parties, c'est le graphique en bas à droite. Et sur la question d'une simulation retraite, finalement, il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà fait une simulation de leur retraite, donc tant mieux, en espérant que les résultats n'ont pas été trop décevants. On en reparlera tout à l'heure. Petit mot sur Culture Patrimoine et FCN avant de rentrer vraiment dans le détail. Donc, qui en est Culture Patrimoine pour certains nous connaissent déjà dans les participants ce matin. Donc, ce sera plus simple. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, notre leitmotiv, c'est d'être votre Sherpa patrimonial. Donc, on existe depuis plus de 15 ans. On est technique. Aujourd'hui, même si le spectre de compétences est très large, on va s'attarder davantage sur celui de la retraite. Et on fait ça dans le temps. Donc, Culture Patrimoine, même si, en toute humilité, c'est toujours difficile quand on ne se connaît pas d'aborder ces sujets-là directement. Nous, notre vocation, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à nos clients, et on le mesure dans le temps. Voilà, et en moyenne, le retour sur investissement, c'est à peu près 8 fois le montant de nos honoraires sur les 2 premières années. On essaye, et on va s'y attacher aujourd'hui, c'est de vous apporter un maximum de service client et de confiance. On fonctionne comme ça, uniquement par bouche à oreille, positif. Et voilà, notre vocation, c'est de mettre en œuvre cet accompagnement à plus long terme. Juste un petit mot oui sur FCN. Effectivement, nous, on est un cabinet d'expertise comptable. Alors certes, effectivement, un peu plus vieux en âge, puisqu'on a 75 ans. Et effectivement, on traite de tous les sujets, très généraliste, expertise comptable et commissariat aux comptes, bien évidemment, au départ, mais aussi beaucoup de conseils, et notamment en droit social, sujet pour lequel je suis ici. Donc, effectivement, on est très, très attaché à la partie conseil. Donc, ça va un peu dans le même sens, d'optimisation pour nos clients et pour les entreprises. Parfait, merci Christophe. Voilà, ça résume un peu notre activité, nos objectifs de la même manière, effectivement, et notre métier. Donc, il y a vraiment, c'est l'accompagnement qui est l'élément essentiel, l'accompagnement des entreprises. Surtout en 2020, on l'a vu, qu'il a fallu qu'on soit présent, effectivement, pour nos clients. Tout à fait. Cette année. Petite to-do qui est intéressante, notamment sur ceux qui n'ont pas encore fait de bilan retraite ou ceux qui l'ont déjà fait après avoir de quelle manière ils l'ont fait. C'est intéressant de savoir les questions à se poser avant l'heure qui suit. Donc, quelques questions de base pour bien préparer votre retraite. La première primordiale, c'est est-ce que je connais mon train de vie assuré à la retraite? Je sais que j'ai des charges qui vont diminuer, mais les revenus aussi. Donc, quel est l'équilibre qui va bien, quel est l'objectif à atteindre? Donc, sous question derrière, est-ce que je connais mes revenus? Et enfin,
pour mettre tout ça en musique ou juste déjà arriver à un constat clair? Est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'envie ou est-ce que j'ai la compétence de calculer ces revenus, de calculer ce train de vie, de savoir comment améliorer la situation? Donc ça, c'est des questions de base. Donc pour essayer de répondre à ces questions, il y a des documents qui sont absolument indispensables, comme un relevé de carrière qu'on peut obtenir dans la partie coordonnées à voir sur le site de l'assurance retraite. Après, est-ce qu'il est complet, ce relevé? Il peut y avoir des trous dedans, ça arrive, hein, donc des années d'activité professionnelle qui n'y sont pas reprises. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'est pas complet? Donc, on peut contacter sa caisse. Il faut avoir également comme document indispensable votre dernier avis d'imposition, à la fin duquel, si toutes les choses se sont bien passées, ça arrive que parfois non, des plafonds épargne retraite, ils sont repris. Donc, je détaillerai un petit peu à quoi servent ces plafonds et comment ils sont calculés et comment les utiliser tout à l'heure. Donc, pour avoir ces documents, les coordonnées, c'est le site des impôts, l'assurance retraite, et pour ensuite mettre ça en musique, c'est l'AFCN, c'est Culture Patrimoine, pour avoir des conseils qualifiés pour mettre ça en œuvre. Donc, c'est parti, on va parler maintenant de la partie obligatoire, la retraite pour laquelle on a on va dire le moins de levier possible, mais c'est bien de savoir comment ça se passe dans le système actuel, qui va, oui, venir à bouger avec la réforme des retraites, même si elle est mise en pause. On espère, en tout cas, probablement ça reviendra sur la table d'ici quelques mois après notre crise sanitaire qui a tout stoppé. Donc, un petit constat sur le système actuel qui est intéressant, c'est de se dire que un salarié, si pendant 40 ans, il a eu, on va dire, un salaire brut de 100 000 euros. La somme des cotisations, donc la partie salariale plus patronale, ça représente pas loin d'1 million de cotisations retraite. Donc c'est juste énorme, hein, le chiffre. Pour un indépendant, c'est un peu plus faible. On le sait, il cotise moins, mais il aura également moins de retraite. Les cotisations obligatoires représentent à peu près 600 000 euros. Donc on dit, tiens, j'ai 1 million pour un salarié, 600 000. Bon, après, la question, c'est quelle retraite je vais avoir en face de ces cotisations, quelles sont les garanties, et une fois que je sais ce qu'il y a en face, comment je peux optimiser ce résultat dans un contexte, d'une population ultra vieillissante et un calcul un peu préhistorique. Préhistorique, pourquoi? Parce que cette formule de retraite, elle est inchangée aujourd'hui depuis plus de 50 ans. C'est toujours cette bonne vieille formule que vous voyez, ce salaire de base qu'on appelle le SAM, salaire annuel moyen, qu'on multiplie par le taux, qui est le fameux taux plein, hein, maximum 50% par défaut, qu'on multiplie par le nombre de trimestres que vous avez quand vous demandez votre retraite, qu'on redivisé par le nombre que vous avez. Ça dépend de votre année de naissance. Donc cette formule, j'évoquerai tout à l'heure que il faudra probablement la revoir. Et le salaire annuel moyen, c'est les fameuses 25 meilleures années. Ça, c'est la retraite obligatoire de base, qui n'est pas énorme, mais c'est son calcul. La retraite complémentaire, c'est un système de points, on cotise, on a un point de cotisation, une valeur de restitution à la fin. Donc, deux caisses, l'ARCO et la GIRC, aujourd'hui, elles ont fusionné. Donc voilà, ça, c'est la partie obligatoire, base plus complémentaire. Donc, les points importants là-dessus à se poser comme question, ça fait partie notamment de certaines questions qui ont été posées sur le questionnaire de prérequis, c'est les trimestres. Est-ce qu'il faut acheter des trimestres? Il faut faire déjà, il y a des fois où c'est absolument indispensable de les racheter, et il faut faire attention. Il y a différentes façons de racheter des trimestres. On peut racheter, je ne sais pas si j'ai mis sur le slide d'après ou pas. Moi, j'en parle là en tout cas. On peut acheter uniquement le taux, on peut acheter le taux plus la durée, en fait, qui va travailler sur différents niveaux de la formule que vous voyez à gauche. Donc, les effets dans le système actuel, les trimestres manquants peuvent coûter, oui, très cher, parce que ça va avoir un impact et sur la retraite de base et sur la retraite complémentaire. Donc, attention. Donc, oui, c'est souvent intéressant. Il y a des cas quand même où ça ne l'est absolument pas, hein. Donc il faut faire attention, il faut étudier. Et après, il y a quel type de trimestre on rachète, donc, comme je disais. Donc en fait, il faut calculer, il faut chiffrer le coût du trimestre, sachant que celui-ci est déductible de votre revenu imposable, pardon. Donc il donne droit à une économie d'impôt qui peut être significative en fonction de l'année où vous le rachetez.
Donc voilà, quand je fais un coût, on chiffre le coût de revient de ce trimestre supplémentaire et on regarde ce qu'il va apporter comme retraite supplémentaire concrètement pour savoir si c'est intéressant de le faire. Là, je vais aborder quelques notions sur le système actuel par rapport justement à ce qui va changer ensuite dans ce qui changerait conditionnel sur le projet de réforme, notamment sur la réversion. Dans le système actuel, en cas de décès notamment, sur la retraite de base, il y a un certain nombre de conditions pour en bénéficier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un plafond de ressources au-delà duquel la réversion est réduite. Ça, c'est à peu près, je crois que c'est 50% du PASS, donc c'est un peu plus de 20 000 euros. Si vous avez un peu plus de 20 000 euros et que vous perdez votre conjoint, bah, tout de suite, vous n'aurez pas le droit à la réversion de sa retraite de base. Donc c'est assez rude, ça changera. Et le taux de réversion de base, c'est 54%. Sur la complémentaire, il n'y a pas de conditions de ressources que vous avez pour bénéficier ou non de la réversion de la retraite complémentaire de votre conjoint. Vous avez par défaut 60% de la pension du conjoint hors majoration actuelle. Donc je vais assez vite là-dessus, j'expliquerai les changements à venir potentiels dans la réforme. Ce coefficient de solidarité, ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'on peut très vite oublier. On se dit, tiens, c'est bon, la retraite légale en France, c'est 62 ans. Donc si j'ai 62 ans, que j'ai tous mes trimestres, eh ben c'est bon, je suis au fameux taux plein. C'est vrai, vous avez bien retenu. Mais attention, il y a la petite surprise de ce fameux coefficient de solidarité qui est depuis 2015. Et en fait, si je pars pile à 62 ans et que c'est pile l'année de mon taux plein, en fait, je vais avoir une réduction de 10% de ma retraite pendant les 3 premières années. Si je veux pallier à cette diminution de ma retraite, il faut que j'attende 1 an de plus et que je parte à 63 ans. Donc attention à ça. Hein, et pour info, si j'ai tous mes trimestres et que je suis éligible au taux plein à 61 ans, donc c'est pas l'âge légal, et que là j'attends mes 62 ans, là je peux partir à 62 ans sans avoir cette fameuse décote. Donc il ne faut pas en fait partir, si on veut éviter ce 10%, il ne faut pas partir pile quand on a tous ces trimestres. Et encore un coup, il faut faire les calculs parce qu'on n'aura pas forcément envie de travailler 1 an de plus pour éviter cette décote qui existe mais qui n'est pas forcément à éviter selon les calculs. Tiens, le voici, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais le repasser sur les rachats de trimestres et vous aurez le support pour ceux qui le souhaitent, mais il n'y a pas d'autres informations capitales sur ce slide. Donc le projet de réforme, on va en parler. Sur la retraite universelle, le principe, c'est quoi? Pour le dire en 2 mots, c'est d'uniformiser nos X régimes différents et de dire qu'1 euro cotisé va donner droit à la même retraite pour tout le monde. Donc, c'est de mettre fin à cette notion de trimestre, aux étages de régime, aux décotes pour trimestre manquant, qui est hyper pénalisant, et encore plus pour les femmes historiquement, hein, parce que les calculs montrent que c'est les femmes les plus pénalisées sur ce calcul-là. Donc le principe, c'est qu'il y a toujours un âge minimum, qui est toujours l'âge de 62 ans, mais on instaure l'âge pivot, la notion d'âge pivot, d'âge d'équilibre, c'est le même nom, hein, mais on peut le lire différent selon les articles, qui est de 64 ans. 64 ans, c'est quoi? D'où vient ce chiffre? Pour info, en 2018, l'âge moyen des Français qui partaient à la retraite, en 2018, c'était 63 ans. Et en 2025, qui était la date prévisionnelle d'application de la réforme des retraites, 2025, il est projeté qu'à cette année-là, l'âge moyen de départ à la retraite des Français serait 64 ans. Donc, c'est de là que vient ce fameux 64. Et donc, le pivot va se ferait autour de cet âge-là. Et donc, si on part plus tôt, on aurait des décotes, donc départ anticipé, des décotes de l'ordre par exemple de moins 5% par an. Et si on part plus tard, on aurait des surcotes. Et donc, avec des pénalités moins déséquilibrées que des notions de trimestre qui disparaîtraient. Donc ça, c'est la base. Et je crois que ça faisait partie d'une des questions des prérequis. On ne sait pas effectivement aujourd'hui ce qui va réellement se passer et quand ça va être remis sur la table.
Dans les changements importants, ça, c'en est un qui concerne pas mal, enfin, qui peut concerner tout le monde évidemment, c'est les réversions. J'ai parlé tout à l'heure de l'ancien système. Retenons que ici, ce qui va changer, c'est qu'il n'y a plus la condition de plafond de ressources, de si j'ai plus de 20 000 euros de ressources, déjà je ne bénéficie plus de la retraite de base de mon conjoint qui est décédé. Ça, non. Le calcul dirait quoi? Dirait que je bénéficie de 70% des ressources du couple sans condition de ressources. Donc, petit exemple, on va pas le détailler en détail et reprendre tous les calculs. Là, j'ai pris un exemple de Paul et de Claire. Paul, 2600 de retraite, Claire, 2000 euros de retraite. Dans l'ancien système, Claire, elle aurait eu que 2840 de retraite en tout, hein, que 840 finalement de réversion de son défunt mari. Et dans le nouveau système, elle toucherait plus de retraite. Donc là j'ai à l'écran, c'est le cas favorable. Il existe évidemment des cas défavorables. Tout simplement celui de Paul, si c'est Claire qui décédait, Paul lui toucherait un peu moins de retraite dans le nouveau système que dans l'ancien. Mais l'écart sera moins faible. Là, Claire touche 380 euros de plus, Paul lui toucherait, je crois, à peu près 200 euros de moins. Mais bon, c'est un peu plus, ce serait le projet de réforme. Et un point important là-dessus, hors réversion, c'est le fin du droit à la réversion aux ex-conjoints. Ça, vous savez, quand quelqu'un qui décède, qui a été marié 2 ou 3 fois, par exemple, si on prend un homme qui décède, il a été marié 3 fois, si les ex-conjointes ne sont pas remariées, elles ont droit au prorata des années de mariage, à une réversion de la retraite de son ex-mari, c'est comme ça. Et ça, ce serait aboli. Donc, il y a d'autres choses sur la retraite universelle et cette réforme. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu avec la crise sanitaire du Covid en début d'année, ça a totalement arrêté le projet de réforme, qui reste toutefois quand même un sujet de préoccupation des Français. Là, les élections présidentielles, forcément, se rapprochent à très grands pas. Donc, on n'a aucune idée de si le gouvernement va relancer la machine avant la fin du mandat. Et il reste encore pas mal de questions en suspens sur ce projet de réforme, comme les mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau système. Si vous n'êtes pas déjà à la retraite et qu'il vous reste 5, 10 ou 15 ans, comment ça se passe? Les taux de cotisation, c'est pas encore l'harmonisation n'est pas encore parfaite dans ce qui a été évoqué pour le moment. Donc pas mal de questions et en tout cas le constat, c'est qu'il faut changer ce système de manière objective. Ça a été créé il y a plus de 50 ans, le calcul n'est jamais revu. Et en fait, dans les anciennes carrières, aujourd'hui, il y a un retraité sur 2 est polypensionné, c'est-à-dire qu'il a plusieurs caisses de retraite différentes. Et donc le calcul, les formules ne prévoyaient pas forcément ça. Il y a pas mal de carrières à l'étranger. Il y a des fortes décotes pour les carrières irrégulières. Donc c'est important de pouvoir revoir ce calcul et de faire quelque chose d'un peu plus stable. Cumul emploi-retraite. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Je voulais en parler ce matin parce que ce qui est assez dingue en France, c'est que si jamais vous prenez votre retraite et que vous voulez continuer d'exercer une activité, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, en tout cas, je vous le redis ce matin, vous continuez de cotiser à la retraite. Vous cotisez à la retraite alors que vous y êtes déjà, et c'est surtout que toutes les cotisations que vous payez, que vous cotisez, sont perdues, parce que ça ne va pas vous donner plus de retraite. Ça, c'était aujourd'hui. Dans le projet de réforme, ça, ce serait quand même quelque chose d'intelligent. On va mettre en place la possibilité de faire une seconde liquidation, en fait, de partir une deuxième fois à la retraite. Et donc, à partir du moment où on est parti une première fois, on remet les compteurs à zéro et on regarde le nombre d'années de cotisation, si j'ai retravaillé 1 an, 2 ans, et on recalcule du coup une seconde retraite là-dessus. Donc là, je ne vais pas j'ai l'exemple sur le slide d'après, je vais le passer, mais vous l'aurez pour regarder l'exemple d'une seconde liquidation. Donc ça, c'est
C'est quelque chose de pas mal d'intelligence dans le système. C'était quand même assez dingue. Sur les cotisations obligatoires, petite conclusion à ce stade, c'est de se dire que quand on simule aujourd'hui les droits à la retraite, sur ces cotisations d'1 million pour un salarié et 600 000 pour un indépendant, les simulations donnent 57 000 de retraite à gauche, 41 000 à droite. Ça représente un rendement de l'ordre de 4 ou 4 à 5%. Donc en fait, c'est un rendement qui est dingue. Aujourd'hui, dans un monde de taux historiquement plus bas que jamais, la question qu'on se pose, c'est comment les caisses peuvent assurer un niveau de retraite aussi élevé. Donc c'est relativement inquiétant compte tenu du vieillissement de la population qui s'accentue et qui n'est pas prêt de s'arrêter en France dans les décennies à venir. Donc il faut se poser des questions. Quel choix possible pour un salarié? Peut-être il y en aura moins, mais il y a quand même certains choix possibles. Et pour un indépendant qui cotise moins, sur le différentiel de cotisation, et là ici évalué à 350 000 euros, qu'est-ce que je peux en faire? Donc on va répondre un petit peu, donner quelques clés, notamment sur les parties cotisation facultatives et la loi Pacte. Voilà, là je vous ai déjà inondé d'une première vague d'informations sur les 20 premières minutes 25 premières minutes de ce matin. Donc, premier temps de questions. Donc là, c'est l'excellente Camille qui va reprendre une question, soit qui a été posée sur le chat, soit reprendre un peu de hauteur sur le sujet retraite obligatoire. Oui, bonjour à tous. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions. Une question qui revient peut-être assez souvent, c'est effectivement aujourd'hui, lorsqu'on est cadre supérieur, que demain, je veux avoir une activité, c'est-à-dire je monte ma société, combien de rémunération dois-je me verser pour cotiser, par exemple, à 4 trimestres retraite. Donc ça, c'est des éléments de réponse qu'on peut vous apporter. Et donc là, en l'occurrence, la réponse, c'est 6 090 euros de rémunération qu'il faut se verser pour valider 4 trimestres sécurité sociale. Donc voilà, c'est ce genre de questions que vous pouvez poser. N'hésitez pas. On va pouvoir poursuivre, je pense. Arthur, Christophe, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez. Merci Camille. Oui, c'est une bonne question qu'on se pose. En fait, sur les trimestres, on peut effectivement les racheter, comme j'avais évoqué tout à l'heure, ou on peut se les créer en créant une structure et se versant cette rémunération là de 6 000 euros et des poussières brutes par an. Ça, c'est quelque chose qui peut être intelligent. Donc, il faut prendre en compte là-dessus les charges sociales. Hein. Si on se paye un salaire, il faut payer des charges dessus. Donc, il faut raisonner au coût brut, au coût super brut de ce salaire à se verser. Mais ça peut être, il faut avoir une structure aussi. Donc, si cela crée juste pour ça, il faut chiffrer l'intérêt. Mais c'est une très bonne question et c'est parfois plus intéressant que d'aller racheter dans le dur son trimestre. Avant de continuer, je vois que dans les conversations, certains lèvent la main parce que c'est une option qui est possible. Je vais pouvoir permettre d'établir la connexion. Je vais voir si peut-être que monsieur, en l'occurrence, c'est monsieur Écrepon, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est là? Non. Okay. Monsieur Écrepon relève la main. Ouais. Ce qu'on va faire, si ça vous va, pour les questions, on essaie d'y répondre, essayez de les poser sur le chat, et celles où Tristan et Laetitia n'y arriveraient pas, ou n'auraient pas le temps, ou n'auraient pas la réponse pour y répondre immédiatement sur le chat, on les reprendra à haute voix à la fin, donc n'hésitez pas à les reposer, ou sinon on les reprendra dans le chat à la fin pour essayer de répondre à tout le monde, notamment à vos questions, Laurence, que vous aviez également posées dans le questionnaire de prérequis en étant avec la question sur RQTH. Ça nous permet de continuer la présentation.
Donc, on passe désormais aux cotisations facultatives. Petite intro sur le besoin, sur pourquoi il faut aller réfléchir à ces cotisations facultatives. Voilà, ça j'ai reparlé des incertitudes sur les projets de loi, la question du maintien de vie, et des chiffres très intéressants sur le vieillissement de la population qui ne va pas s'arrêter. Donc ça c'est bien, mais vous voyez là maintenant il y a les chiffres en face. En 2010, il n'y a pas très longtemps, on était à deux actifs pour un inactif, et ça va encore ça va pas s'arranger à horizon 2050. On voit que le vieillissement de la population va augmenter de 42% en 35 années. Donc voilà, donc la solution à ça, c'est qu'il faut s'y préparer maintenant et épargner aujourd'hui. Quels sont ces dispositifs de retraite facultative? Donc, il y en a énormément. Donc, on en parlera avec la loi PAC qui a pour but un peu de simplifier ça, mais il y en a beaucoup qui concernent à la fois l'épargne retraite en direct et après également l'épargne salariale qui est un outil également de la retraite. Sur l'épargne retraite, il y a trop de choses. Il y a des articles 82, article 83, ou qui ont également un autre nom, des articles 39. Il y a énormément de choses, des préfonds, des PERP qui changent le nom de l'assurance vie. Et après, il y a également l'épargne salariale où il y a pas mal de noms qui sont donnés. On y reviendra. On y reviendra, effectivement. Donc, PE, PERCO, PERECO, PERCOI. Donc, pas mal de choses là-dessus. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, c'est important de faire le point sur ce qu'il existe aujourd'hui et notamment ce qu'il faut retenir avec cette loi Pacte. Donc, à partir du moment où c'est facultatif, donc on a la possibilité d'effectuer des versements, on va dire, volontaires, et pour vous inciter à le faire, le gouvernement, les lois, en tout cas, peuvent vous donner des réductions d'impôts parfois significatives. Effectivement, sur ce qui est épargne retraite, si vous versez par exemple sur un PERP qui, avec la loi Pacte, on en reparlera plus tout à l'heure, devient un PER, ou un préfonds ou un article 83, ça peut venir en réduction de vos revenus imposables. Donc, si vous êtes dans une tranche à 30, à 41, à 45 ou plus sur des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, ça peut avoir des économies massives. Et donc après, il y a des économies massives, il y a des contreparties, et on ne peut pas verser autant qu'on le souhaite. Il y a un plafond de versement qui est calculé sur les 4 dernières années de rémunération. Donc là, j'ai pris un exemple sur le slide d'après, je vous le montre tout de suite, de comment on calcule ces informations. Donc ça, théoriquement, ça apparaît en bas de votre avis d'imposition. Donc là, vous direz effectivement, c'est un exemple d'un déclarant 1 qui a un salaire confortable. Si on regarde, on prend 10% de son salaire net après la déduction de l'abattement de 10%. Donc là, si je prends un déclarant 2, c'est plus simple. 10% de 37 626, ça fait 3 762. Et là, si je prends 10% de 364 000, ça ferait 36 000, sauf qu'après, il y a des bornes maximum. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait 4 fois cet exercice-là, ce qui fait apparaître 4 fois les plafonds en bas, plafond calculé sur les revenus de 2019, plafond non utilisé sur les revenus de 2019, donc les intitulés changent, ça c'est c'est pas forcément hyper limpide, mais ce qu'il faut retenir, comme ce que je conseille, c'est de partir du bas, plafond calculé sur les revenus de 2019, du dessus, on peut le changer d'intitulé, c'est plafond calculé sur les revenus de 2018, 2016 et 2015, pardon. Donc là, en gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce foyer fiscal, sur le total des plafonds en 2020, monsieur à 90 000 de plafond, déclarant 16 600 de plafond. Et donc, ils peuvent utiliser ça pour aller obtenir des réductions d'impôts. Dernier point là-dessus important, vous verrez, vous apercevez le N1, N4, N3, N2. Ça, c'est l'ordre d'utilisation des plafonds. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Si jamais vous décidez d'utiliser ces plafonds, exemple, si vous cotisez 50 000 € sur de l'épargne retraite, ça va venir d'abord utiliser le plafond numéro 1, donc le plus récent, les 32 419 et les 4 052.
Donc là, ça fait pas 50 000, la somme des deux, ça fait à peu près 36. Donc il reste 14 à aller piocher dans les anciens plafonds. Et ensuite, on part du plus vieux. Et après, on part, donc celui, il est marqué 2017, 18, 19, donc d'où le N, et après ça redescend. Donc l'ordre n'est pas forcément hyper logique, mais en tout cas, c'est celui-ci. Et donc du coup, si on ne veut pas perdre le plafond le plus vieux, parce qu'il va se perdre chaque année au profit d'un plus récent, il faut d'abord utiliser le plus récent. Donc j'espère pas vous avoir perdu là-dessus, mais il faut l'utilisation des plafonds est peut-être technique. Là, je te passe la parole, Christophe. Effectivement, merci Arthur. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, l'épargne salariale, alors on pourrait se dire qu'est-ce que ça vient faire là par rapport à la retraite, mais on va le voir tout à l'heure par rapport à la loi Pacte. Il y a des intérêts parce que tout ça va permettre d'alimenter effectivement cette épargne retraite et ces produits retraite dont on parle. Donc il y a des plafonds, hein, il y a des avantages sociaux fiscaux, mais il y a aussi des plafonds en matière d'épargne salariale. On les rappelle ici pour être dans le sujet, on en reparlera tout à l'heure avec la loi Pacte et les avantages de la loi Pacte. Donc en matière d'intéressement participation qui peuvent alimenter effectivement ces produits d'épargne, on a un plafond global dans l'entreprise qui est de 20% des salaires, c'est quand même déjà pas mal. Et puis un plafond individuel, un salarié ne peut pas percevoir au titre de l'intéressement, en particulier, plus de 3/4 du PAS, plafond qui a été relevé par la loi Pacte notamment, qui était à 1,5 avant et qui est à 3/4. Donc là, 30 852 € en 2020, c'est effectivement déjà pas mal et on verra qu'on peut même aller au-delà dans certaines situations. Donc effectivement, on a ce plafond en matière d'épargne salariale, intéressement, participation, avec, à noter en 2021, un PAS qui va rester au même niveau, qui devra rester au même niveau qu'en 2020. Ensuite, effectivement, on a les plafonds en matière de plan d'épargne. En matière de plan d'épargne d'entreprise, donc là, on se rapproche du sujet de la retraite. Hein, le PEE, donc, qui est un peu le produit classique en entreprise, on y reviendra également, avec des plafonds intéressants, non seulement pour le salarié, mais pour les dirigeants, on y reviendra. Et là, on ne peut verser que jusqu'à 1/4 de sa rémunération annuelle, mais c'est déjà effectivement un bon montant. Et on verra aussi qu'il y a des astuces pour aller au-delà de ce montant. Et l'employeur, c'est surtout ça qui est intéressant, peut abonder pour le salarié comme pour le dirigeant, jusqu'à, en 2020, si on se rapproche, c'est 8% du PAS, donc c'est pratiquement 3 300 € que l'employeur peut abonder en avantage social et fiscal, voire plus lorsqu'il y a acquisition de titres de l'entreprise, hein, de parts sociales de l'entreprise. Ce plafond peut être majoré de 80%, donc on est quasiment au double. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour justement bénéficier au maximum des avantages sociaux et fiscaux. Et en matière de PERCO, qui est le plan d'épargne d'entreprise, mais spécifique à la retraite, là, on double le plafond, puisque ce plafond d'abondement est porté à 6 581 € en 2020 par rapport au PAS. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Et à noter aussi, c'est aussi une des innovations, c'est que les enveloppes d'abondement PE, PERCO, donc, encore une fois, qui sont deux produits d'épargne différents qu'on peut mettre en place de manière distincte au sein de l'entreprise, ces deux enveloppes distinctes. Donc les plafonds d'abondement dont je parlais au-dessus, effectivement, se cumulent si on décide d'abonder sur le PE d'un côté, sur le PERCO de l'autre, et sur le nouveau PERCO qui est effectivement qui rentre dans le plan d'épargne retraite loi Pacte, c'est-à-dire le PERECO. Là aussi, il y a des avantages qu'on verra tout à l'heure, mais à ce stade, il semblait important effectivement de rappeler également les plafonds d'épargne salariale, puisque c'est des choses dont on va parler par la suite au niveau de l'alimentation. Bien évidemment, il faut aussi avoir en tête, quand on veut profiter de tous ces dispositifs, des risques et des limites à ne pas dépasser. Bien évidemment, comme je le disais, l'intérêt de respecter ces plafonds, c'est d'avoir les exonérations de charges et d'impôts. Et c'est aussi effectivement faire attention à certains principes, parce que bien évidemment, le gouvernement met en avant tous ces dispositifs, et il faut savoir en bénéficier sans pour autant se mettre hors la loi, entre guillemets. C'est pour ça que je parle du principe de non-substitution. On en reparlera. Le principe de non-substitution, c'est un élément souvent important, méconnu et mal maîtrisé. C'est, attention, ne pas remplacer des éléments de salaire existants par de l'abondement pour justement bénéficier des exonérations, parce que ces exonérations pourraient être reprises. Donc voilà, donc il faut aussi pouvoir bénéficier de tous ces avantages, mais maîtriser la législation, maîtriser les risques, et c'est aussi pour ça qu'on est là,
pour ne pas plonger tête baissée sans bien maîtriser l'environnement et les risques, sachant aussi, on le verra pour les plans d'épargne, qu'il y a des conditions d'indisponibilité qui sont attachées aux avantages fiscaux. Voilà, donc là, on pose les bases et puis on reviendra tout à l'heure sur la partie épargne salariale ensemble. Parfait, merci Christophe. Et effectivement, donc sur cette partie, on va revenir dessus. Donc les salariés, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous aurez peut-être plus de leviers à votre disposition que si vous êtes salarié d'un grand groupe sur ces sujets épargne salariale. Mais ça nous semblait quand même aujourd'hui hyper intéressant de rentrer dans ce détail et Christophe va le refaire un cran davantage tout à l'heure sur cette partie-là. Je profite, Arthur, il y a une question là effectivement qui est sur le fil d'info. Alors, je m'excuse, hein, je squeeze un peu, mais effectivement, autant y répondre. La question effectivement de Franck, c'est l'intérêt d'investir dans un PE sans abondement. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais l'avantage effectivement, encore une fois, l'abondement, à minima, c'est la prise en charge des frais de gestion, donc il peut ne pas y avoir d'abondement, mais il y a l'avantage fiscal. C'est-à-dire si vous mettez en place un PE et que le salarié a de l'intéressement, il peut mettre l'intéressement sur ce PE et bénéficier, bien évidemment, d'exonération fiscale à condition de le bloquer pendant 5 ans. Donc l'intérêt premier du PE, au-delà de l'abondement, c'est bien évidemment de pouvoir placer les sommes qui seront exonérées fiscalement. Et on verra qu'avec le PERCO et le PERECO, on va placer ces sommes pour la retraite et qu'il y a un certain nombre d'avantages à pouvoir verser, même des versements volontaires, sur ce type de plan. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'abondement n'est pas le seul avantage attaché au plan d'épargne. Parfait, parfait d'avoir traité la question, pardon. Est-ce que Camille, est-ce qu'il y a une question que tu souhaites reprendre à haute voix dans celles qui ont été posées ou pas posées? Oui, une question qui est intéressante, également posée par Franck, c'est-à-dire comment marche la réversion quand l'épouse ne travaille pas. Donc, de manière générale, effectivement, lorsque le conjoint décède, effectivement, vous avez le droit, le conjoint survivant a le droit à une pension de réversion. Et donc, comme vous l'aurez compris, vous avez la retraite de base et la retraite complémentaire. Et donc, effectivement, il y a des traitements différents sur cette pension de réversion. Donc, comme l'a indiqué Laetitia dans la conversation, pour la retraite, pour le régime salarié, pour faire simple, dans le régime salarié, cela correspond, je dirais, à 54% du montant pour la retraite de base. Et pour la retraite complémentaire, on est sur 60% du montant qui est reversé. Voilà. Ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Oui, tout à fait. Merci Camille, c'est intéressant. Et donc ça, c'est ce qui peut changer dans le projet de réforme sur le plafond de ressources. Donc, si vous avez par exemple des revenus de location immobilière et que ça représente, je ne sais pas moi, plus de 20 000 euros par an, et ben, c'est ce qui fait que du coup, si votre femme a plus de 20 000 euros de revenus fonciers par an, et que vous décédez, et ben, dans le système actuel, elle ne bénéficiera pas de la réversion de votre retraite de base. Elle bénéficiera de la retraite complémentaire, qui est la plus importante. La retraite de base, ça représente maximum 1 700 euros par mois. Donc, retraite de base, retraite complémentaire. Et après, là où il n'y a plus de levier pour augmenter les réversions, c'est la retraite supplémentaire, ce qu'on appelle la cotisation facultative, où là, on va pouvoir éventuellement aller chercher soit des réversions à 100%, soit du capital directement disponible pour protéger son conjoint en cas de décès, que ce soit son mari ou sa femme. Parfait. On passe à la partie 3 concernant du coup la loi Pacte, où concrètement quelles sont les opportunités sur cette loi et un petit commentaire avant sur la dernière loi de finances rectificative pour 2020. Donc celle-là, elle est un petit peu décevante. J'en parle quand même très brièvement ce matin, d'autant plus qu'il y a une des dates qui est passée depuis 2 jours, même si ce n'était pas
la folie. Ce qui a été prévu dans cette loi, c'est, vous l'avez peut-être vu passer, c'est de pouvoir effectuer des dons familiaux de 100 000 euros de plus que les fameux 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, vous pouvez donner 100 000 euros de plus jusqu'à juin prochain si ces sommes sont destinées à la réalisation de travaux spécifiques, de construction de sa résidence principale, souscription de sa propre PME, donc des cas assez spécifiques. Ce qui a changé, c'est l'investissement dans les PME. À l'époque de l'ISF, on pouvait défiscaliser, on pouvait faire un investissement qui réduisait de 50% le montant de son ISF, avec aucune garantie évidemment sur ce type d'investissement. C'est le principe de cette loi. Et la réduction d'impôt pour l'impôt sur le revenu était de 18%. Donc pour le même risque, on effaçait 50% d'ISF, tout le monde ne payait pas l'ISF non plus, hein, et 18% d'impôt sur le revenu, et ce taux de 18% est passé à 25% jusqu'à la fin de l'année. Donc peut-être ou probablement ce sera prorogé pour que ça puisse fonctionner également les années à venir, futures. En tout cas, voilà, une réduction d'impôt supplémentaire pour ce type d'investissement. Enfin, sur ceux qui avaient un contrat dit loi Madelin, il y avait une micro-optimisation à réaliser avant le 15 novembre, donc on a dit c'est dommage, mais pas de regret, ça fonctionnait, mais c'était pas non plus la solution à tout. On pouvait débloquer exceptionnellement 8 000 euros, là où ce type de contrat c'était normalement débloquable qu'à la retraite. Donc là, on avait la possibilité de reprendre un petit peu pour pouvoir compléter la perte de revenus éventuelle avec la crise de Covid de l'année 2020. Sur la loi Pacte, donc deux volets importants sur la loi Pacte ce matin, le volet épargne retraite que je détaille et le volet épargne salariale sur lequel Christophe reprendra la main. Sur le volet épargne retraite, la grande nouveauté, donc qui est applicable depuis 1er octobre 2019, donc ça fait un peu plus d'un an désormais, c'est le fameux PER, plan épargne retraite, qui vient remplacer le PER, puis qui vient remplacer en fait beaucoup des anciens contrats où il y avait 15 noms différents. Donc l'idée de base, c'est d'avoir une seule enveloppe, soit l'entreprise la met en place, donc plan d'épargne retraite d'entreprise, donc elle la met en place et finalement c'est pour tous ses salariés, soit on peut la mettre en place à titre perso, donc à titre individuel, qui est le plan d'épargne retraite individuel. Donc c'est le même forme de plan, mais avec deux modalités de souscription. Et donc ensuite, chaque plan épargne retraite va avoir 3 compartiments. Un compartiment individuel, qui est le successeur des contrats PERP et des contrats Madelin, un compartiment collectif, qui est le successeur du PERCO, qui va devenir PERECO, Christophe en parlera davantage après, et le compartiment moins utilisé, moins connu, qui est le compartiment 3, qui est un compartiment catégoriel, qui est successeur des contrats type article 83. Là, ce qu'il faut regarder, c'est vous voyez que certaines des cases sont entourées de rouge, c'est ce qui correspond aux différents compartiments sur lesquels on a la possibilité d'effectuer des versements. On va regarder le individuel en dessous, il n'y a que le compartiment 1. Effectivement, si vous ouvrez à titre individuel auprès par exemple d'une compagnie d'assurance, un plan épargne retraite, vous avez la possibilité d'utiliser ce compartiment 1 pour bénéficier des réductions d'impôt que j'évoquais tout à l'heure, avec les plafonds calculés sur les 4 années passées. Et pour les indépendants, vous avez des plafonds supplémentaires qui sont liés à votre rémunération de l'année, qui correspond au plafond de l'ancienne loi Madelin. On ne peut pas verser sur un compartiment catégoriel à titre individuel, parce que les compartiments catégoriels, c'est des cotisations obligatoires liées à un contrat avec votre entreprise, donc ce serait sur un plan d'épargne retraite entreprise. D'où le bandeau du haut, où vous voyez que là, vous avez la possibilité sur un contrat d'épargne retraite entreprise d'effectuer des versements sur chacun des compartiments. Donc vous pouvez verser, s'il est ouvert par votre boîte, vous pouvez quand même verser sur le compartiment 1 et avoir votre réduction d'impôt à titre perso. Le compartiment 2, Christophe en reparlera, mais c'est par exemple ce qui serait intéressant abondement, participation, donc je lui laisserai vraiment la main là-dessus, parce c'est l'expert ce matin, et le compartiment catégoriel. Donc,
Là, on se dit, tiens, en fait, j'ai 6 compartiments, mais il faut retenir. En fait, c'est un seul produit retraite, 2 modalités de souscription, 3 compartiments. Ce qui est, je vais me remettre sur le slide d'avant et après je remettrai celui-ci. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque compartiment, un compartiment 1 peut communiquer avec un compartiment 1, c'est-à-dire le compartiment 1 d'un plan d'épargne retraite entreprise peut être transféré vers un compartiment 1 d'un plan d'épargne de retraite individuelle, etc. C'est-à-dire le 2 peut aller vers le 2, le 3 pour aller vers le 3. On peut faire communiquer d'un contrat à l'autre et on peut le faire également avec des anciens contrats. Donc on a cette enveloppe-là qui est le principe, c'est de donner de la flexibilité et de réunir aussi les anciens contrats. Donc les anciens contrats, par exemple, un ancien PERP, un ancien Madelin ou des versements individuels facultatifs sur un article 83, j'ai le droit, je contacte les anciens assureurs de leur demander de transférer tout ça sur mon compartiment 1 d'un nouveau plan d'épargne retraite. Pareil pour le collectif et pareil pour le catégoriel sur les cotisations obligatoires d'un article 83. Attention, pour info, il faut que ce soit un article 83 d'un ancien employeur. Si c'est l'employeur actuel, vous ne pourrez pas le transférer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'on a souvent des vieux contrats qui traînent. Quand on a fait plusieurs employeurs, ça permet de tout regrouper, ça permet de bénéficier en plus après de listes de fonds à l'intérieur à jour et d'effectuer une vraie gestion de ces contrats retraite qui sont souvent un petit peu négligés ou oubliés. Et pour info, c'est important de se faire accompagner parce qu'après, il y a des petites optimisations qui se présentent de temps en temps. C'est pas tous les matins, mais là, à titre d'exemple, les articles 83, vous voyez, par défaut, ça va dans le compartiment catégoriel, toutes les cotisations obligatoires, donc ce qui est la majorité des cotisations d'un article 83. Et là, il y avait une astuce qu'il fallait faire avant le 1er octobre de cette année, qui consistait à transférer un article 83 vers un PERP, l'ancienne génération du PERP. Et une fois les sommes dessus, de transférer le PERP vers un PER. Donc pourquoi ce double transfert compliqué que j'évoque là rapidement? En fait, l'idée, c'était de pouvoir transférer un équivalent de compartiment 3 vers un compartiment 1. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est parce que les modalités de sortie des compartiments ne sont pas les mêmes. Je pense que ce matin, je ne détaille pas les modalités de sortie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le compartiment 1, on a la possibilité de sortir, c'est un gros changement de la loi Pacte, 100% en capital à la retraite. Ça, c'est un gros changement. Les Madelins, c'était uniquement en rente, rente viagère, donc en fonction de votre espérance de vie, des tables de mortalité et des taux techniques garantis. Donc c'est zéro flexibilité là-dessus. Les PERP, l'ancienne génération de l'épargne retraite individuelle, on avait maximum 20% en capital. Et bien là, la loi PAC, elle dit que tous ces contrats, désormais, possibilité de sortir 100% en capital. Donc il faut effectuer les calculs, voir si c'est plus intéressant, mais il y a quand même 9 fois sur 10 où on préfère avoir par exemple 100 tout de suite que 5 pendant 20 ans. Donc d'où l'intérêt d'essayer de mettre un maximum sur le compartiment individuel sans négliger ensuite le compartiment 2 qui est le compartiment collectif qu'on va aborder juste ensuite où on peut aller chercher des énormes optimisations fiscales et sociales. Pour comparer un petit peu, l'assurance vie, qu'on dit tiens, c'est un des placements préférés des Français, c'est vrai. Et du coup, si on compare un petit peu avec ce plan épargne retraite nouvelle génération, en fait, il y a un exemple après, mais vous le regarderez, j'ai prévu de ne pas le détailler ce matin. Si ça vous donne une économie d'impôt à l'entrée de verser sur un plan épargne retraite. À la fin, c'est refiscalisé quand vous reprenez le capital ou la rente quand vous partez à la retraite. Mais on va quand même regarder si je effectue le versement, par exemple, sur une TMI tranche marginale d'imposition à 41% et que je sors et qu'à la retraite, mes revenus baissent, donc ma tranche d'impôt diminue, je sors à 30%, et ben en moyenne, j'aurai 36% de capital net d'impôt en plus sur un plan épargne retraite qu'avec une assurance vie. Donc, vous aurez cet exemple précis du 41 à l'entrée, 30 à la sortie sur le slide suivant. En tout cas, en termes de puissance, c'est supérieur à l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le gain d'impôt à l'entrée qu'on réinvestit. On part de ce principe-là, on réinvestit le gain d'impôt sur le contrat. Donc ça, c'est sur le côté avantage fiscal, placement par rapport à l'assurance vie. Après, on se dit, tiens, mais du coup,
qu'est-ce qui se passe sur la transmission? On sait que l'assurance vie, c'est un outil de transmission puissant. Qu'est-ce qui se passe sur l'épargne retraite? Donc là, c'est un petit peu différent, mais c'est tout aussi puissant. Si on décède avant ses 70 ans, c'est exactement comme l'assurance vie. Et si on décède après les 70 ans et qu'on a encore l'épargne retraite, en fait, il y a une loi qui existe depuis longtemps, qui est la loi TEPA, TEPA, qui exonère totalement le conjoint de droits de succession. Donc là, c'est un peu technique, je le dis rapidement, mais il faut savoir que ça se transmet très bien, que le contrat épargne retraite soit liquidé, que vous ayez déjà repris l'argent, ou qu'il soit encore actif. Ça se transmet très bien, soit à votre conjoint, soit aux bénéficiaires que vous aurez désignés. Voilà, et dernier petit point là-dessus sur les opportunités avec le père, c'est qu'on peut s'en servir comme nouveau PEL un peu pour les enfants. En fait, si vos enfants sont rattachés fiscalement, ils ont également des plafonds, j'allais dire fictifs, ils n'apparaissent pas, mais ils en ont. Et même vous pouvez utiliser soit les vôtres, soit les leurs. Vous versez dessus, donc avoir le gain fiscal sur votre foyer fiscal. L'argent est à leur nom, donc du coup ça va être bloqué par défaut jusqu'à la retraite. N'oublions pas qu'il y a un nouveau critère de déblocage anticipé qui est par exemple l'acquisition de la résidence principale. Et donc si ces enfants-là ressortent du foyer fiscal quand ils sont majeurs ou plus tard leur 25e anniversaire et que demain ils achètent une résidence principale, ils pourront débloquer le contrat à leur nom. Donc ça permet de bloquer de l'argent qu'ils ne peuvent pas toucher, avoir le gain fiscal pour les parents et ils pourront le débloquer que pour la résidence principale. Donc ça, c'est une petite astuce. Et l'assurance vie, je parle de transfert assurance vie. Vous savez qu'on vos contrats en plus de 8 ans d'assurance vie, vous avez un abattement qui existe pour payer un peu moins d'impôts sur la plus-value. Et ben, cet abattement, il est doublé. Vous faites x2 si dans la même année, vous faites un rachat sur l'assurance vie et que vous versez sur un plan épargne retraite. Donc, on peut également effectuer des stratégies de purger chaque année un petit peu la plus-value de ces assurances vie pour ensuite effectuer dans la même année un versement épargne retraite qui vous donnera droit à une réduction d'impôt. Donc il y a des choses assez, c'est-à-dire techniques, c'est pas tellement technique une fois qu'on connaît le fonctionnement, mais après il faut le mettre en œuvre, il y a quand même des économies substantielles à aller chercher. Ça, je passe, c'est le cas pratique de 41% à l'entrée, 30% à la sortie. Je redonne la parole à Christophe pour la partie épargne salariale. Merci Arthur. Donc effectivement, je reviens sur l'épargne salariale qui est aussi un élément d'entrée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va évoquer l'épargne salariale qui, à la base, ne fait pas forcément penser à la retraite, mais on va voir que c'est un outil d'optimisation et en même temps un outil d'alimentation de ces produits retraite dont Arthur a parlé, qui en plus peuvent bénéficier, on va le voir, aux dirigeants, qui peuvent être un élément de motivation. Donc, juste, bien évidemment, le but, c'est pas de revenir en détail sur comment ça fonctionne, l'intéressement, la participation, juste reprendre les éléments de base et notamment les plans d'épargne, mais c'est dire pourquoi aujourd'hui on parle de ça et pourquoi c'est intéressant d'y passer aujourd'hui, parce que la loi Pacte et d'autres dispositifs légaux 2020, dont une loi qui est en passe d'être promulguée là tout bientôt, incitent à passer par ces dispositifs et qu'il est sans doute temps d'en profiter, c'est le moment peut-être d'en profiter, parce que la fenêtre de tir n'a jamais été aussi favorable. Donc la loi Pacte, c'est une loi de 2019, on l'a dit, effectivement, il y a eu des décrets, il y a eu d'autres dispositions en 2020 liées ou non à la crise Covid. Le but, c'était d'inciter, de simplifier l'accès à ces dispositifs. Et notamment l'intéressement qui a été fortement mis en avant. Je prends un exemple, effectivement, vous avez dû tous entendre parler de la prime Macron qui a été mise en place à l'époque des Gilets jaunes et relancée cette année avec la crise Covid. Cette année, par exemple, la prime Macron, qui est une prime qu'on attribue aux salariés de manière collective avec quand même des critères de modulation, cette année, exonérée de charges et d'impôts, elle peut être doublée si on a mis en place un accord d'intéressement. Donc certaines entreprises ont profité de l'occasion pour dire « Ok, je vais verser plus à mes salariés et je vais mettre en place un accord d'intéressement dans, en plus, un dispositif qui s'est simplifié. » On peut envisager que ça se renouvelle en 2021 au vu de la crise qui perdure et là aussi de pouvoir en bénéficier pour récompenser ses salariés, mais surtout aussi pour alimenter les dispositifs d'épargne qu'aujourd'hui il est prudent de mettre en place. Donc l'intéressement, pour y revenir rapidement, pour expliquer en gros les éléments modificateurs par la loi Pacte, on rappelle que l'intéressement qui fait quelquefois peur parce que c'est un dispositif collectif
qui doit associer l'ensemble des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, peut effectivement être modulé selon les unités de travail. Ça veut dire qu'on peut quand même malgré tout un peu plus privilégier certains secteurs de l'entreprise. Il faut un objectif qui soit aléatoire. On ne peut pas distribuer de l'intéressement s'il n'y a pas de performance ou de résultat. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait un plafond en termes de distribution d'intéressement, plafond qui correspond effectivement à 20% de la masse globale des salaires et un maximum individuel qui est à plus de 30 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Plus le supplément d'intéressement. Alors ça, c'est intéressant, le supplément d'intéressement. Là aussi, c'est souvent ignoré quand vous mettez en place un accord d'intéressement. Vous pouvez fixer un objectif avec un calcul à minima, et si effectivement l'année s'est bien passé, eh bien pourquoi pas décider unilatéralement de verser un supplément qui sera là aussi exonéré de charges et d'impôts dans la limite globale du plafond qu'on vient d'évoquer. Hein. Mais effectivement, souvent, c'est des éléments qui ne sont pas bien connus. Donc voilà, le supplément d'intéressement, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui peut être rajouté au calcul, à l'accord qui a été mis en place au départ. Autre innovation qui peut être intéressante, parce que ça faisait peur jusqu'à maintenant, il y a l'aspect collectif, hein, on peut y revenir d'ailleurs, qui dit toujours, beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « moi je ne mets pas en place l'intéressement parce que je ne veux pas, finalement je veux récompenser certains plus que d'autres ». Donc ça on verra aussi que, bien évidemment, d'un point de vue légal, le fait de vouloir récompenser les salariés plus que d'autres a aussi sa limite, qui est l'égalité de traitement, qui est un principe de droit qu'on doit respecter. Donc l'intéressement, à minima, permet de respecter un caractère collectif et d'associer tout le monde et de tirer tout le monde vers le haut. L'intérêt aussi, c'est de dire, je ne vais pas m'engager sur un accord d'intéressement parce que ça dure 3 ans et je ne sais pas à l'échéance 3 ans ce que ça va donner. Bon, nouveau, effectivement, ce qui a été mis en place, c'est de dire les entreprises de moins de 11 salariés, donc petites entreprises, peuvent mettre en place un accord d'intéressement unilatéralement, donc sans passer par un accord, qui est le principe pour mettre en place un intéressement jusqu'à maintenant. Et on peut mettre en place un accord d'intéressement sur une durée d'1 an. Donc on peut décider de mettre en place sur 1 an et de voir ce que ça donne pour ensuite faire perdurer cet accord. La mise en place unilatérale vaut accord, et surtout la loi ASAP, qui effectivement est une loi de simplification qui est en cours, effectivement, qui a été adoptée définitivement, qui est en cours de promulgation, parce qu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel, devrait généraliser et pérenniser cette possibilité de conclure un accord d'intéressement pour une durée de 1 à 3 ans. Donc là aussi, effectivement, donner plus de souplesse, plus de visibilité, on met en place un accord d'intéressement et on voit ce que ça donne éventuellement sur 1 an avant de le renouveler. L'intéressement, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ça bénéficie aux salariés, ça bénéficie aux dirigeants. Donc il ne faut pas seulement être uniquement salarié, donc ça peut être intéressant effectivement pour le dirigeant, pour son conjoint, collaborateur ou associé, y compris si le conjoint est pacsé, de bénéficier effectivement aussi des avantages sociaux et fiscaux de l'intéressement. Donc, on fait bénéficier, l'entreprise fonctionne, a fixé des objectifs, on les réalise, on distribue une partie d'intéressement sur un calcul qu'on a mis en place, un seuil de déclenchement qu'on a décidé, et derrière, effectivement, on distribue avec, c'est vrai, des clés de répartition qui sont limitées, puisque on ne peut répartir que proportionnellement au salaire ou à la durée de présence et ou à la durée de présence. Donc c'est vrai que si on estime qu'un salarié mérite moins, c'est plus compliqué effectivement de moduler sur cette base-là, sauf encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de moduler par unité de travail. Mais tout le monde doit potentiellement en bénéficier. Mais l'intérêt, effectivement, dans les petites structures, c'est que le dirigeant, son époux, son épouse, puisse bénéficier également de ce dispositif social et fiscal avantageux. Alors, encore une fois, hein, bien évidemment, c'est quoi les avantages? On l'a dit, ces sommes-là qui sont distribuées sont exonérées de cotisations sociales et de forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ça aussi, c'est une innovation de la loi Pacte. Alors, c'est exonéré d'impôts, je répondais à la question de Franck tout à l'heure, c'est exonéré d'impôts si c'est placé ensuite sur un plan d'épargne, d'où le lien. On peut décider effectivement, l'assuré, le bénéficiaire peut décider effectivement de bénéficier de l'intéressement immédiatement, tout ou partie, et ça sera fiscalement soumis. Donc l'intérêt, c'est derrière de placer ces sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne. On va voir quel type de plan d'épargne pour bénéficier de l'exonération d'impôts. Donc là, on a bénéficié de l'exonération sociale à la source, sauf la CSG qui reste due, et on bénéficie derrière d'un dispositif avantageux en matière fiscale.
J'y revenais tout à l'heure, le principe de non-substitution, attention à ça, parce qu'encore une fois, quand on met en place un intéressement, qu'on ne supprime pas des éléments de salaire existants, même exceptionnels, pour le remplacer par un intéressement, ça pourrait remettre en cause des exonérations de charges. Donc là aussi, il faut être vigilant, il faut juste, le cas échéant, si on veut remettre un peu les choses à plat et supprimer des éléments de rémunération qui coûtent cher parce que soumis à charge et impôts, eh bien on peut décider de le mettre en place intéressement de manière lissée pour respecter simplement un délai de 12 mois entre le dernier versement de la prime et l'entrée en vigueur de l'accord d'intéressement. Donc il y a toujours ce délai qui peut être mis en place, mais qu'on peut expliquer en disant voilà, il y a un effort à faire pendant un an, et puis après on met en place quelque chose qui sera globalement plus favorable pour tout le monde. Donc c'est des choses, encore une fois, auxquelles il faut réfléchir, parce qu'il y a aujourd'hui un dispositif qui permet vraiment de bénéficier de ces exonérations avec un cadre légal à respecter. Alors là aussi, l'intéressement, on rappelle les règles. Hein. L'intéressement, c'est bien évidemment le caractère aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas conclure un accord d'intéressement quand on connaît les résultats de l'entreprise. Il faut effectivement conclure l'accord lors de la première moitié de l'exercice pour respecter ce caractère aléatoire. Donc là aussi, c'est du formalisme, rien de compliqué. Et on doit verser l'intéressement au plus tard, si vous clôturez au 31/12, au plus tard le 31 mai de l'année suivante. Là, encore une fois, c'est des règles qu'on doit intégrer, mais qui sont tout à fait absorbables à partir du moment où on a bien défini le projet et ce qu'on veut mettre en place. Alors, on arrive en fait plus à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intéressement, c'est un élément… je ne vais pas parler de la participation d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la participation, c'est un dispositif légal qui s'impose aux entreprises de plus de 50 salariés avec une formule de calcul à minima qui est imposée. Il n'y a pas forcément intérêt à mettre de place de la participation pour les moins de 50 salariés plutôt que l'intéressement. Autant aller directement sur l'intéressement. Le fait de mettre en place la participation plus que l'intéressement pour ceux qui n'y sont pas obligés, où il n'y a pas trop d'intérêt. Donc autant aller tout sur l'intéressement, puisqu'en plus les plafonds sont globalisés. Le plan d'épargne d'entreprise, c'est le produit classique. Je mets en place un intéressement, même si je ne suis pas obligé de le faire, bien évidemment, il faut mettre en place un PE à côté. Pourquoi? Parce que les bénéficiaires de l'intéressement pourront le placer effectivement sur ce plan d'épargne d'entreprise et bénéficier des avantages fiscaux. Si je bloque mon intéressement sur le plan d'épargne d'entreprise pendant au moins 5 ans, je bénéficie d'une exonération d'impôt totale et éventuellement, on va le voir après, on en a déjà parlé, de l'abondement de l'employeur qui bien évidemment peut valoriser encore plus l'intéressement que j'aurais placé. L'avantage du plan d'épargne d'entreprise, je peux le mettre en place à tout moment. Autant l'intéressement, c'est première moitié de l'exercice, autant effectivement le PE, je peux le mettre en place à tout moment. Et après, il y a juste effectivement un formalisme si on a, selon qu'on a un délégué syndical, un CSE dans l'entreprise, on négocie avec eux ou au moins on les consulte avant de mettre en place. Consultation ne veut pas dire accord d'ailleurs du CSE pour ceux qui n'ont pas de délégués syndicaux. Donc après, il y a un formalisme, bien évidemment, tout ça, il faut le respecter. On est là aussi pour vous accompagner, pour justement vous aider à ne pas vous louper au niveau de l'administratif de tous ces produits. Idem que l'intéressement. Le plan d'épargne d'entreprise bénéficie aux salariés, aux dirigeants. Et là, on a le schéma classique, petite entreprise, chef d'entreprise qui travaille avec son époux, son épouse, qui est salarié. Il suffit d'avoir un salarié pour que le dirigeant puisse bénéficier effectivement du PE. Et là, je mets en place, pourquoi pas un intéressement, un PE à côté, et je peux abonder pour moi et mon époux ou mon épouse dans des conditions qu'on va revoir et en exonération sociale et fiscale. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut, dans des petites structures, bénéficier de ces avantages sociaux et fiscaux et ne pas, encore une fois, valoriser sa rémunération en avantage social et fiscal et pourquoi pas épargner pour soi, pour un projet, pour la retraite. On va y revenir. Puisque le PE, on va le voir, c'est un placement à minima à 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux. Donc, on alimente comment le PE? L'intéressement, la participation, versement volontaire du salarié. Et en matière de PE, on peut même alimenter par ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Lorsqu'il y a des comptes épargne-temps qui traînent dans les entreprises, ça peut permettre
de dire aux salariés, plutôt qu'avoir votre CET qui traîne, et qui d'ailleurs prend de la valeur et qui est valorisé comptablement, autant effectivement le transformer en abondement, enfin en versement volontaire dans le PEE et bénéficier derrière d'avantages fiscaux, puisque le CET, s'il était pris, ça serait du salaire. Là, on bénéficierait des avantages fiscaux et sociaux en le mettant sur le CET, avec éventuellement un abondement si on a décidé de le mettre en place dans ce cadre-là. Je précise que le PEE, c'est aussi différentes formules de placement. C'est-à-dire, je peux mettre en place des FCP plus ou moins risqués. Je peux mettre en place, pourquoi pas, de l'achat d'actions dans mon entreprise, intéresser mes salariés à acheter des actions au sein de l'entreprise, avec des abondements qui peuvent être différents selon les sources. Je peux mettre un abondement différent selon que les sommes viennent de l'intéressement, de la participation ou des versements volontaires, donc où là je vais favoriser peut-être les versements volontaires, et je peux aussi dissocier les abondements en matière de produits de placement. Je peux intéresser, si j'ai envie que mes salariés investissent dans mon entreprise, eh bien, mettre un abondement plus important lorsque j'achète des actions de l'entreprise, plutôt que acheter des fonds communs de placement. Donc là aussi, il y a quand même des critères de modulation et des outils de modulation qu'on peut utiliser. Le salarié, on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des plafonds, ne peut verser que jusqu'à 1/4 de sa rémunération annuelle. Mais on va le voir, ce qui est intéressant, c'est que dans ce quart de la rémunération annuelle, aujourd'hui, on ne comprend plus la participation à l'intéressement. Là aussi, depuis la loi Pacte en particulier, effectivement, il est bien clair que la loi, en fait, les lois successives ont considéré que lorsque le salarié bénéficie d'un intéressement, et s'il ne choisit pas son mode d'affectation, est-ce que je le perçois immédiatement ou est-ce que je le mets sur un plan d'épargne, par défaut, c'est mis sur le plan d'épargne. Et du coup, effectivement, cet intéressement ne fait plus partie du quart de la rémunération annuelle. Ça veut dire que je peux verser sur un PEE 1/4 de ma rémunération annuelle au titre du versement volontaire, plus mon intéressement, plus ma participation si elle existe. Donc ça augmente effectivement ce plafond, et tout ça en exonération de charges et d'impôts, bien évidemment. Je peux avoir un versement minimum, bon ça c'est pour éviter une complexité administrative, avec mon abondement dont on a parlé tout à l'heure, donc qui peut aller jusqu'à 300% du versement et maximum 8% du PAS, c'est-à-dire que je peux effectivement abonder jusqu'à 3 290 € sur la base du PAS 2020. Alors je reprends mon exemple de mon chef d'entreprise qui travaille avec son épouse, voire une entreprise familiale où on travaille en famille. Eh bien effectivement, je peux valoriser plutôt qu'augmenter les salaires avec des charges de l'impôt. Eh bien, je favorise effectivement un système d'intéressement avec un abondement, pourquoi pas au maximum. Et tout ça est mis sur un plan d'épargne avec avantages sociaux et fiscal cumulés. Donc, encore une fois, il y a vraiment des motifs d'optimisation, notamment pour les petites entreprises ou des structures familiales. Donc là, effectivement, il y a des opportunités à saisir et des plafonds qui ont été revus avec la loi Pacte. Donc, de toute façon, l'abondement, est-ce que c'est, vous me poseriez la question, est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire à minima, c'est-à-dire que je dois au moins prendre en charge les frais de gestion, les frais de tenue de compte, qui seraient les frais bancaires si jamais je décidais de placer de l'argent sur un compte épargne dans une banque lambda. Là, au moins, effectivement, l'employeur prend en charge les frais de tenue de conservation des comptes. Et bien évidemment, après, ça, c'est le minima. Ça peut aller au-delà. Et l'abondement est soumis au même principe de non-substitution qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est les choses qu'il faut bien maîtriser avant d'embrayer sur ce type de fonctionnement. Donc, plan d'épargne d'entreprise bloqué 5 ans. Toutes les sommes que j'ai mis dessus sont bloquées pendant un délai minimal de 5 ans pour bénéficier effectivement des avantages fiscaux. Il y a quand même un certain nombre de cas de déblocage, le mariage, la naissance d'un enfant, l'acquisition de la résidence principale, la fin du contrat de travail. Je quitte mon entreprise, je peux effectivement débloquer, mais je n'y suis pas obligé d'ailleurs. L'invalidité, le décès, enfin, les grands motifs d'indisponibilité auxquels la loi Pacte a complété, notamment en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ou l'achat de parts sociales de l'entreprise. Alors, c'est ce qui fait le PE un peu plus populaire, effectivement. On va voir que le PERCO ou le PERECO, qui est son évolution. Dans les faits, en fait, régime fiscal, je le synthétise dans ce slide, régime fiscal, donc blocage 5 ans, exonération d'impôts, et l'abondement de l'employeur, non imposable également, déductible du bénéfice imposable,
Ça, c'est l'intérêt aussi d'abonder pour l'employeur. Régime social, exonération de charges sociales, il y a juste de la CSG-CRDS et pas de forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés. La suppression du forfait social sur l'intéressement, c'est pour les moins de 250. Pour le PE, c'est pour les moins de 50 salariés. On passe au PERCO. Alors le PERCO, lui, n'est pas aujourd'hui très populaire. Pourquoi par rapport au PE? Parce que le PERCO, déjà le PE, c'est je bloque mes sommes pendant 5 ans. Si je bénéficie des avantages fiscaux, je bloque pendant 5 ans les sommes que je vais y mettre, issues de l'intéressement participation ou de versement volontaire. Le PERCO, c'est encore pire, c'est ce qui faisait qu'il n'était pas très populaire, c'est que je ne peux pas sortir les sommes tant que je ne suis pas à la retraite. C'est-à-dire que je place sur le PERCO et je ne peux pas sortir ces sommes-là tant que je n'aurai pas liquidé ma retraite. Donc ça fait loin, pour notamment des publics qui ne sont pas encore prêts d'y être, et les cas de déblocage en plus sont beaucoup moins nombreux, notamment la cessation du contrat de travail n'est pas un cas de déblocage en matière de PERCO. Ce qui veut dire que je suis dans une entreprise, je place de l'argent sur le PERCO, je quitte l'entreprise, eh bien je suis obligé de laisser ces sommes-là, sauf effectivement d'autres cas de déblocage qui seraient le décès, l'invalidité notamment, mais ou l'acquisition de la résidence principale, on va le voir avec le PERECO. Qu'est-ce qui faisait que le PERCO était moins populaire dans les entreprises? Aujourd'hui, son évolution, effectivement, qui est le PERECO, va le rendre beaucoup plus attractif. On va y revenir, notamment aussi pour des raisons qu'Arthur a évoquées tout à l'heure. Donc le PERCO, c'est la même chose que le PE, on l'a dit, hein, sauf qu'il y a plus de modalités d'alimentation. Je peux mettre des jours RTT, par exemple, sur le PERCO. Et l'abondement est doublé, on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est 16% du PASS au niveau du plafond. Même régime social et fiscal, hein, pas de nouveauté par rapport au PE. La slide importante, c'est celle-là. Depuis le 1er octobre 2020, je ne peux plus mettre en place le produit PERCO, hein, plan d'épargne retraite collectif. Ceux qui ont été mis en place avant cette date continuent d'exister. Mais effectivement, à partir du 1er octobre, je ne peux plus mettre en place ce qu'on appelle un PERECO, donc c'est le compartiment 2 du nouveau plan d'épargne retraite. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Là-dessus qu'il faut s'appuyer. La différence entre le PERECO et le PERCO, c'est déjà, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des avantages. Hein, on disait, quel intérêt de mettre en place un PE si je n'ai pas d'abondement? Eh bien, c'est l'avantage fiscal pendant 5 ans, mais encore plus avec le PERECO, c'est que les versements volontaires sont déductibles fiscalement. Donc là, vraiment, le gouvernement, par la loi Pacte, incite à verser sur un PERECO, à ouvrir un PERECO et à verser sur un PERECO, parce que si vous versez volontairement une partie de vos revenus qui certes ont été soumis à la source, à charge et à impôt, eh bien vous pourrez bénéficier de déductions fiscales lorsque vous verserez sur le PERECO. Vous pouvez mettre en place effectivement ce type de plan avec des versements obligatoires, prévoir l'adhésion par défaut des salariés sauf avis contraire de leur part, et surtout, deuxième, pour moi, grand avantage, tout à l'heure on parlait des versements volontaires dans la limite du quart de la rémunération annuelle. Sur le PERECO, je peux verser sans limitation. Donc là, encore une fois, deuxième avantage, c'est vraiment, on ouvre les portes, on ouvre les vannes, allez-y, ce type de produit, effectivement, c'est pour vous, déduction fiscale, pas de limitation en termes de plafond. Donc là, c'est vraiment fait pour que les salariés, les dirigeants puissent effectivement aller dans ce sens-là, avec, on l'a dit tout à l'heure, l'intérêt de jouer, entre guillemets, avec les autres compartiments, c'est-à-dire de pouvoir transférer des fonds entre le PERCO, entre le compartiment 1, le compartiment 3, pourquoi pas. Donc effectivement, il y a vraiment, après, c'est vous qui avez la main pour actionner les leviers qui sont les plus optimales pour vous. Hein. Donc effectivement, c'est vraiment cette transférabilité qui est également très intéressante. Donc là, on ouvre effectivement la porte à quelque chose de beaucoup plus favorable et beaucoup plus intéressant. Certes, dans les cas de déblocage, il n'y a toujours pas la cessation du contrat de travail, mais par exemple, l'acquisition de la résidence principale fait partie des cas de déblocage. Donc, on peut aussi... et puis, bon, Arthur l'a suffisamment présenté tout à l'heure, hein, aujourd'hui, il est primordial d'alimenter son épargne retraite parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé
dans les années à venir, que le déséquilibre du régime effectivement est latent et qu'on a tout intérêt à se protéger et à essayer de créer effectivement un dispositif plus favorable qu'on maîtrise un peu plus en tout cas. Pour finir, je vous ai juste mis un exemple chiffré qui peut paraître un peu simpliste sur le versement de l'intérêt, de verser l'intéressement et un PE. Rien que ça. Je sais même pas, puisque finalement le PERECO, c'est le même principe que le plan d'épargne d'entreprise avec les avantages qu'on vient de voir. C'est je verse une prime à mon salarié, entre guillemets, je fais ce que je veux, je verse la prime à qui je veux, entre guillemets à la tête du client. Voilà ce que ça me coûte, l'entreprise, je verse 1000, ça me coûte 1044 €. Je le fais dans le cadre de l'intéressement, ça me coûte que les 1000 € ne me coûtent que 720 et je le fais en plus placer sur un PE, c'est le même coût. Par contre, pour le salarié, on voit aussi le salarié ou le dirigeant ou son conjoint, là on voit effectivement ce qu'on a appelé le taux d'efficacité globale entre une prime versée à 1000, ce que ça peut effectivement bénéficier pour le salarié et pour l'employeur. On a un taux d'efficacité qui est doublé entre le versement d'une prime soumis à charge, à impôt, à tout ce qu'il y a, et l'intéressement qui est payé et bloqué sur le PE, avec bien évidemment, bon, on est bien d'accord, le blocage 5 ans, hors cas de déblocage, mais on voit tout à fait l'intérêt de passer par ce principe d'épargne qui bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux non négligeables. Donc là-dessus, voilà, et je reviens toujours là-dessus. Hein, pourquoi effectivement, plus l'intéressement, moi je préfère maîtriser les primes que je verse. Attention à l'égalité de traitement. Là aussi, en droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, c'est pas forcément l'intérêt de vouloir garder une sorte d'arbitrage propre quant au versement des primes. Et en plus, vous allez effectivement collectivement intéresser tout le monde. Donc, il n'y a que des avantages aujourd'hui à rentrer dans ce système-là. Attention toutefois, le régime juridique, il est attractif, mais il y a des règles à respecter. Et on est aussi là pour vous aider à ne pas commettre d'erreurs. Je redonne la main à Arthur pour la fin. Oui, bon, disons, là, on a pratiquement fini la partie présentation. On va aller vite sur la toute fin pour ceux qui le peuvent déborder sur l'heure et demie, poser des questions. On vous accordera quelques minutes supplémentaires. Donc, je passe à ce qu'il faut retenir. Donc, ça va être un petit résumé de ce matin. Donc, globalement, entre ces sujets épargne retraite et épargne salariale, il faut se poser les bonnes questions. Quel train de vie assurer? Quel revenu je vais avoir? Comment j'assure le différentiel? Donc, sur le volet épargne retraite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer d'utiliser son plafond de 10% de son revenu, regrouper ses anciens contrats pour mieux les gérer, optimiser les coûts et la gestion et l'allocation. On n'en a pas parlé ce matin, ça touche un peu à un autre volet que l'épargne retraite, mais c'est aussi la retraite. Hein, donc, on conseillera de réfléchir à l'utilisation de l'effet de levier. Hein, donc, pour par exemple des dirigeants ou autres, si vous avez une capacité à épargner, d'utiliser le levier de l'emprunt. C'est un peu un autre sujet, mais c'est important juste de le mentionner ce matin. Et donc, de se faire accompagner pour mettre tout ça en musique, que ce soit épargne retraite ou épargne salariale. Et sur l'épargne salariale, ton mot de la fin là-dessus, Christophe? En fait, comme je disais, hein, il y a énormément d'opportunités. Après, bien évidemment, les sirènes sont alléchantes. Il faut savoir se faire accompagner sur ces sujets-là. Comme je le disais, un PE, un PERCO, un PERECO, c'est aujourd'hui très intéressant. On place dessus ou on place pas, mais on ouvre effectivement cette possibilité. Et après, il faut aussi travailler avec des experts pour l'aspect produit, c'est-à-dire sur qu'est-ce que je dois mettre dans mon PE, dans mon PERECO pour qu'il soit d'autant plus optimal, au-delà des avantages sociaux et fiscaux attachés aux sommes que je vais y verser. Voilà, comment je peux travailler pour que ces plans d'épargne retraite notamment soient optimisés. Voilà, donc il y a tous aussi, voilà, c'est mon rôle de juriste, il y a cet accompagnement qui fait que voilà, il y a des opportunités, il faut y aller sans doute, mais il faut aussi faire attention à l'environnement juridique. Pour justement, en maîtrisant l'environnement juridique, on pourra plus facilement saisir les opportunités.
Merci Christophe. Donc, le temps question sur la loi Pacte, on va le décaler et le garder à la toute fin pour pouvoir juste finir le support. Donc, on espère avec Christophe vous avoir apporté des précisions sur si vous aviez des questions précises. Si on ne l'a pas fait, on se tient néanmoins à votre disposition pour y répondre dans un second temps. Donc là, pour la fin de la présentation, vous l'avez reçu, certains par mail, je l'ai également remis sur le chat tout à l'heure. Complétez le feedback form, s'il vous plaît, pour nous faire une recommandation, évaluer la qualité de la présentation de ce matin, et deux, nous indiquer si vous voulez recevoir ou qu'on vous recontacte. Donc les prochaines étapes, éventuellement ensemble, si vous souhaitez que ce soit la FCN ou Culture Patrimoine qui vous recontacte sur une question précise, on se tient à votre disposition. Pour Culture Patrimoine, et je pense que ça, je laisserai après Christophe dire pour la FCN, ce type de rendez-vous est sans aucun engagement et permet parfois d'aller sortir ce qu'on appelle un peu des petites pépites. On pense parfois qu'il n'y a rien à faire et en fait, d'accorder 1 heure de son temps chacun. Soit on confirme qu'il n'y a rien à faire, soit on tombe régulièrement sur une optimisation à laquelle on n'avait pas pensé, et ça peut faire vraiment la différence à long terme. Donc pour l'FCN, c'est la même logique chez nous, hein, bien évidemment, que ça soit pour nos clients, bien évidemment, que nous accompagnons au quotidien ou des personnes qui ne sont pas encore clients chez nous. Ça n'engage à rien de prendre contact avec nous, d'en discuter, de voir un petit peu, de faire un état des lieux, à la fois pour la retraite, mais aussi sur l'optimisation salariale, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, de toute façon, encore une fois, ça permet au moins de mettre les choses à plat et d'avoir un peu plus de certitude. Même si ça ne débouche pas sur la mise en place de ce type de produit, au moins, on a un peu plus de maîtrise sur ce qu'on veut faire et on n'a pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ces échanges sont de toute façon toujours enrichissants. Et puis, c'est aussi notre expérience et notre façon de faire. Hein. C'est des choses qu'on fait au quotidien, donc on a aussi l'habitude. On sait par quel bout le prendre. Et comme disait Arthur, savoir un peu pointer du doigt là où il faut peut-être plus insister. Donc, et trouver ces pépites, effectivement. On est dans cette logique. Parfait. Donc, vous aurez en fin de support, pour ceux qui souhaitent le recevoir, nos belles photos, nos coordonnées, donc tous ceux qui étaient présents ce matin, donc la partie Culture Patrimoine et la partie FCN, donc de Christophe et son équipe. Donc voilà pour nos coordonnées. Là, il est 10h27. On peut se donner quelques questions, évidemment, quelques temps, pardon, pour les questions si certains veulent prendre la parole ou si certaines questions, peut-être Tristan, Laetitia ou Camille, qui ont été posées et qui méritent, ou même toute question pour qu'on puisse apporter des réponses, Christophe et moi. Oui, donc nous, on a eu plusieurs questions là dans la conversation qui ont été très intéressantes. On va essayer en une partie. On avait une question déjà sur tout ce qui est PER. Est-ce que aujourd'hui, j'ai un de mes enfants qui est détaché du foyer fiscal. Est-ce que ça verse sur cette enveloppe PER là, qui a été mise en place là, avec la nouvelle loi Pacte? Est-ce que je verse sur le PER? Est-ce que je vais avoir un remboursement des impôts? Donc là, la réponse, j'irais déjà avant même de se dire est-ce que je vais avoir un remboursement des impôts, c'est de se dire est-ce que c'est utile de faire sur un PER. Donc aujourd'hui, si vous versez, si votre enfant, vous placez une somme sur un enfant qui est détaché du foyer fiscal, il ne va pas y avoir de gain d'impôt. Donc déjà là, je dirais c'est pas utile de verser sur une enveloppe PER à partir du moment où vous n'avez pas d'impôt, je dirais, à effacer. Après, on avait une question un petit peu plus large. Est-ce que je fais un contrat d'assurance vie ou est-ce que je fais un PER dans ce cas-là pour mes enfants qui sont détachés du foyer fiscal? Donc, effectivement, là, l'option est peut-être effectivement plus intéressante, enfin, et plus intéressante d'ailleurs. Donc ça, en plus de ça, l'assurance vie va vous offrir un cadre fiscal pendant la durée du contrat d'assurance vie assez optimisante et je dirais à terme également. Après, Christophe, on avait quelques questions sur le PE. C'était de se dire. J'ai vu les réponses, effectivement.
aussi apporter. Il y avait une question, je vois une question, je suis un peu les questions, et sur Jérôme qui demande effectivement la participation qui deviendrait obligatoire pour les moins de 50. Alors, j'ai pas à ce stade d'informations à ce sujet. Si ça devait être le cas à terme, la participation, c'est une formule légale qui est imposée et qui donc s'imposerait. L'intéressement, vous avez la main, c'est-à-dire vous avez la main pour décider effectivement du mode de calcul. Et le mode de calcul de l'intéressement, c'est pas simplement faire un pourcentage du résultat ou d'une évolution de résultat. Ça peut être aussi sur des objectifs. Et donc, vous avez l'intéressement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé, qui peut être conclu sur une période, on l'a dit, pourquoi pas que d'1 an, sur un objectif particulier. Donc là, c'est vous qui avez la main. Si la participation s'impose, on vous mettra une formule de calcul comme elle existe aujourd'hui, et on vous imposera de calculer une participation qui pourra aussi alimenter un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite, hein, c'est bien évident. Mais même si ça devait être le cas un jour, cette obligation de faire de la participation pour les moins de 50, et encore une fois, c'est pas d'actualité à ma connaissance, l'intéressement restera toujours intéressant. Et aujourd'hui, ce que vous faites, de toute façon, vous ne vous engagez pas à long terme, vous vous engagez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis vous aurez toujours le choix de revoir votre copie à l'échéance de ces durées. Si ça a pu répondre à la question de Jérôme. Merci Christophe. On a une question sur le PER qui me semble intéressante de traiter. Quel est le régime successoral pour le PER? Donc effectivement, c'est une très bonne question. Je prends la main et tu compléteras si tu le souhaites. Effectivement, le PER est une enveloppe, je dirais, assurantielle. Donc effectivement, si aujourd'hui le bénéficiaire de mon PER en cas de décès est le conjoint, il n'y aura pas de droit de transmission, d'accord? Dans le cadre, dans le second cas, c'est-à-dire c'est le PER de mon conjoint, mon décès, d'accord, est un cas de sortie anticipée du PER. Et donc, on aura une fiscalité uniquement sur les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Donc, c'est une enveloppe pendant la durée, je dirais à l'instant T où on le fait, qui peut être très intéressante en termes de gain fiscal, d'accord? Et à terme, qui peut avoir un déblocage effectivement aussi optimisé. Oui, on peut tout à fait. On peut même faire des stratégies un peu de contrats miroirs l'un en face de l'autre pour aller jouer le déblocage anticipé en cas de décès. Donc, ce pas des stratégies très, très gaies, mais qui permettent de se protéger davantage, en tout cas, entre conjoints là-dessus. Oui. Et après, on a une question aussi qui me paraît quand même d'être importante de souligner sur tout ce qui est PER, d'accord? Donc aujourd'hui, pour revenir sur les enfants, aujourd'hui, les enfants peuvent être soit détachés du foyer fiscal, soit peuvent être rattachés. Donc s'ils sont rattachés et qu'ils ont un plafond épargne retraite, d'accord? Ça peut être intéressant, effectivement, de verser sur un PER au nom de votre enfant qui a ce plafond épargne retraite. Non seulement c'est vous qui aurez le gain, je dirais, dans l'année en question où vous versez sur le PER, et dans un second temps, vous aurez bel et bien, je dirais, donné à votre enfant grâce à cette enveloppe, qui lui-même pourra le débloquer en cas d'achat de résidence principale, dans un taux d'imposition qui sera probablement, je dirais, moins élevé que celui de ses parents. Donc, ça peut être un cas intéressant, une stratégie intéressante. Oui, tout à fait. Et pour les plafonds, à retenir aussi, mais quand on a un conjoint ou enfant qui ne travaille pas ou qui a une rémunération très faible, ce plafond épargne retraite qui est calculé sur 4 années. Donc, si on prend une des 4 années, il y a un minimum de plafond qui est de, je crois que c'est 10% du PAS, donc c'est 4 000 euros. Donc, en fait, même si on gagne moins de 40 000 euros, qui ferait ce fameux 10% de l'année, il ne peut pas être inférieur à, du coup, ça dépend chaque année, mais à 10% du passe, donc 4 000. Donc, donc en gros, on a au moins, si on n'a jamais utilisé ces plafonds épargne retraite, on a au moins 16 000 de plafonds chacun. Est-ce que on peut, j'ai Noémie, démuter, en tout cas donner la possibilité à chacun des participants de démuter leur micro s'ils le souhaitent et reposer une question soit à haute voix, soit sur le chat. Parce que je crois que c'est bloqué.
C'est bon, c'est débloqué. Voilà, parfait, parfait, parfait. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous souhaitez soumettre à haute voix. On avait d'autres questions, je peux peut-être qui étaient intéressantes de Bien sûr, vas-y. Après, vous pouvez vous permettre de on avait une question sur RQTH, d'accord, sur la RQTH. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance de qualité, de la qualité de travailleur handicapé. Et la question, c'était de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça va me donner, je dirais, des trimestres supplémentaires? Donc la réponse ton micro est qui oui. coupe un petit peu, Camille. Du coup, je vais répondre juste le temps peut-être que la connexion se stabilise de ton côté. Donc oui, la RQTH, c'est la question qu'on avait également sur le questionnaire de prérequis, sur la possibilité de partir en fait avant les 62 ans, si c'était bien ça la question. Donc oui, on a des trimestres, pour reprendre la question qui était dans le formulaire, on a des trimestres quand on part à la retraite supplémentaires qui sont des trimestres éducation et maternité, donc 8 trimestres possibles par enfant. Donc les trimestres maternité, forcément, ils sont que pour la femme aujourd'hui. Et les trimestres éducation, il y a une année à partir de laquelle on a le choix désormais de les mettre soit chez la femme, soit chez l'homme, ou avant c'était uniquement chez la femme. Et après, pour la question de la reconnaissance du handicap, effectivement, il y a des dispositions, et ça, je crois que c'est également dans le projet de réforme. Alors, je ne crois pas que ce soit des trimestres supplémentaires, mais en tout cas, il y a effectivement des possibilités en fonction du taux de handicap qui était à partir de 80% d'invalidité, et maintenant, je crois que c'est rabaissé à 50%, de partir plutôt avant les fameux 62 ans, en fonction du nombre de trimestres d'assurance que vous avez cotisé. Donc ça, il y a des cas spécifiques, donc c'est en fonction de l'année de naissance, en fonction des années de cotisation réelle que vous avez effectuées. Ça vous permet de partir avant 62 ans. J'espère avoir répondu du coup à votre question. Et après, pour le cas précis, pas hésiter à peut-être nous contacter, comme à votre disposition. On avait aussi une question sur quel est le plafond, quel montant je peux donner dans le cadre de la nouvelle loi là, qui concernait les 100 000 euros, je dirais les 100 000 euros. Et donc, il y avait une question qui était de se dire, est-ce que c'est par enfant? Est-ce que c'est global? Donc, Arthur, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, je crois que c'était une question d'Émeric Levaux-Vallier. Alors, je crois que Tristan a fait une réponse. Moi, je n'ai pas la réponse précise à cette question-là, mais c'est très facile à trouver de retrouver le texte et la réponse. Donc, aucun problème pour donner dans un second temps la réponse précise à cette question, si effectivement il y a un projet identifié sur un des 3 critères qui permet le don supplémentaire. Est-ce que c'est 100 000 par enfant pour l'ensemble d'entre eux? Et donc la réponse, effectivement, c'est un plafond global. C'est pour l'ensemble des enfants. Ok. Une question qu'on avait dans les formulaires de prérequis, qu'on peut reprendre ici, c'est une question très large, hein, c'est optimisation dans le cadre d'un statut de gérant majoritaire de SARL. C'est un peu le cas, c'est un peu le cas d'école aujourd'hui finalement, parce qu'on va dans son cas d'un gérant majoritaire de SARL, on va pouvoir mettre en œuvre juste tout ce qu'on a dit ce matin. Compris l'épargne salariale, tout à fait, oui. Tout à fait. Et l'épargne salariale, en fonction de s'il est seul, peut-être qu'il peut salarier son conjoint, ou peut-être qu'il a déjà des salariés, donc mettre en place l'épargne salariale, éventuellement l'intéressement, recommander de réfléchir à ces notions également d'abondement, et donc sur le volet épargne salariale, et également le volet épargne retraite, avec notamment un PER. Et pour info, les cotisations sur un plan d'épargne retraite peuvent provenir soit d'un versement
à titre individuel, qui va réduire du coup le revenu imposable du particulier. Mais ça peut également venir la cotisation peut également venir de l'entreprise. Donc là, la structure URL, SARL peut payer la cotisation et ça viendra du coup en réduction du bénéfice imposable de la société. Donc c'est également un outil à disposition du chef d'entreprise gérant majoritaire. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Camille, Tristan, Laetitia, qui n'auraient pas été répondues, ou n'hésitez pas les quelques participants qui restent à nous la resoumettre ou en soumettre une nouvelle. Et puis après, sinon, on en restera là pour ce matin, sinon. Je crois qu'on a fait le tour, hein, en tout cas, de toutes les questions. Ça marche. J'apporte peut-être une petite précision là sur la sortie. Là, il faut juste distinguer bien si le PER, s'il s'agit d'un PER assurantiel ou bancaire, hein, d'accord, pour le traitement de la fiscalité de la sortie, d'accord. Et là, nous avons une question sur la fiscalité de sortie du PERCO. Christophe, peut-être que tu veux prendre là, effectivement, l'avantage de bloquer les sommes, la question se posait aussi en cas de déblocage sur un PE, un PERCO, PERECO. Bien évidemment, les sommes placées sur le PERECO à la sortie, l'intérêt, c'est effectivement que ça soit déductible, enfin, que ça soit effectivement non soumis à impôt. Hein. C'est une sorte de machine à laver, en fait. Hein. On va rentrer les sommes dessus et derrière, ça sort en exonération d'impôt, bien évidemment. Donc, c'est tout l'intérêt de ce type de régime, à la fois de compléter sa retraite, mais aussi de bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux à l'entrée et à la sortie. Tout à fait, tout à fait. Le PERECO, c'est un PERCO plus, hein, c'est un PERCO puissance 2, 3. Hein, donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et après, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail, il y a sur la partie retraite, donc les PER, ils peuvent être bancaires comme effectivement assurantiels. Et souvent, le compartiment 2, donc, qui nous intéresse pour l'épargne salariale, il s'agit de pairs bancaires, pardon. Bancaires qui sont souvent tenus par exemple, Amundi, ces grandes entités connues de tenue de compte d'épargne salariale. Après, on ne peut pas rentrer dans le détail, hein, mais non. Effectivement, sur l'épargne salariale, j'ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'acquérir des actions de l'entreprise. On peut mettre en place des FCPE également. Alors, c'est des dispositifs un peu plus complexes et techniques, mais il y a d'autres options. Alors, encore une fois, ce n'est pas le sujet parce que là, on rentrera vraiment dans le détail et dans une complexité pas simple à appréhender en quelques secondes. Mais voilà, il y a des dispositifs. C'est pas juste je place dans quelques produits comme ça. Il y a de toute façon une optimisation à faire sur les produits et sur le type de placement. C'est encore une fois pourquoi on peut vous aider hein, là-dessus, c'est clair. Mais c'est des dispositifs qui sont à la base complexes et techniques qu'il faut savoir, rendre plus accessibles pour le comprendre et les utiliser. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je radote sur cette partie-là, mais pensez au feedback form, hein, c'est nécessaire pour récupérer derrière le support de présentation. Derrière, on va, comme le webinaire a été enregistré, il sera publié en ligne et on vous transmettra le lien en même temps ou en parallèle du support. Donc merci beaucoup pour la présence et tous ceux qui sont restés malgré le fait qu'il est 10h43 qu'on a dépassé un petit peu l'heure et demie prévue ensemble ce matin. On a évoqué beaucoup de sujets ce matin et c'est des sujets qui nous animent au quotidien, Christophe et moi, et donc on est capable de parler pendant plusieurs jours. Donc là, c'était un réel effort pour nous de réussir à condenser ça. De synthétiser. Donc à votre disposition avec grand plaisir. Les équipes de la FCN ou de Culture Patrimoine sont à votre disposition pour vous accompagner sur tous ces sujets. Tout à fait. Merci de votre attention et de votre, je suppose, concentration sur le sujet, sur ces sujets. Et on reste à votre disposition, tout à fait.
Très bien. Bah, Christophe, si tu as la main, du coup, je te laisse peut-être mettre fin